Voici les titres à la une de l'actualité ce jeudi. Le jeu des alliances s'invite de nouveau dans le champ politique au Cameroun. Zoom ce soir sur la récente fusion et absorption de la dynamique d'Albert Zongan par le mouvement pour la renaissance du Cameroun de Maurice Kamto. Le JICAM veut une refondation de la coopération entre la France et le Cameroun. L'appel de Célestin Tawamba a été lancé ce jeudi à Douala. Jean-Yves Le Drian, présent, annonce de nouveaux axes de partenariat entre les deux pays. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de France en visite sur le pont du Bourri s'est dit satisfait de la qualité de l'ouvrage. Soyez les bienvenus au 19h50 sur Canal 2 International. Allons tout de suite au quartier lundi à Douala pour y vivre le calvaire des populations prisonnières d'une étendue de boue glissante. Difficile pour elles de se mouvoir. Seules les motos et engins tout-terrain s'essayent sur cette voie jonchée d'embûches. Certains pointent du doigt le balai d'engins lourds sur cette route comme cause principale de sa dégradation. Charles-Robert Itok et Luciano Djakou nous y conduisent. Des véhicules qui patinent, un champ de boue qui s'étend à perte de vue. Nous sommes sur la route du quartier lundi à Douala. Ici, seuls les motos et véhicules tout-terrain s'essayent véritablement sur cette voie. Les usagers de la route déconcertés se frayent un chemin dans la broussaille pour rejoindre l'autre rive. Les élèves obligés de patauger dans cette vase glissante pour se rendre dans les différents établissements scolaires. Nous les élèves, nous sommes obligés de prendre cette route vers la brousse pour pouvoir arriver à l'école. Pour certains, le transbordement des élèves pour des véhicules mieux adaptés s'impose. Plus d'1 kilomètre d'enfer où la dégradation de la route est égale à l'indifférence des autorités compétentes vis-à-vis de ce coin de la ville ignoré de celle-ci. On est obligé de garer les petits véhicules pour sortir en moto. Je suis obligé de sortir un peu plus tôt que souvent pour essayer d'arriver à temps au lieu de service. Un doigt accusateur est pointé vers la recrudescence des engins lourds sur ce tracé, conséquence de la course effrénée pour la construction des nouvelles habitations. Les jours des camions passent encore plus compliqués. Cette route est complètement dégradée, tous les jours pas rien n'y fait. Les populations sont obligées tous les mois, on se cotise pour essayer de verser de la pouzzolane et quelques pierres ici pour passer. Mais lorsqu'on les verse, c'est pour une semaine, ça va, après ça se dégrade. Pourtant, la construction du pont reliant le quartier Mbangé à lundi avait fait naître beaucoup d'espoir au sein d'une population qui se sent aujourd'hui ignorée, voire marginalisée. À lundi, on ne sait pas quand on sort, on n'est pas sûr de sortir le matin, on n'est pas sûr de rentrer le soir. C'est une voie qui est devenue incertaine. Il semble que la réalisation de cette route dépasse de loin les moyens financiers de la mairie locale. La communauté urbaine ne devrait-elle pas se pencher sur le sort des nouveaux quartiers de la ville de Douala qui ont besoin d'être désenclavés parce que faisant partie intégrante de la métropole économique? Et nous le disions au titre de ce journal, le jeu des alliances politiques connaît un nouveau dynamisme au Cameroun. La dynamique d'Albert Zongan, justement, fait désormais partie du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Quoique prévisible pour certains, cette fusion ouvre de nouvelles perspectives aux deux formations désormais unies. Patrick Christian Dobo et Henri Chinda nous en disent plus dans cet élément. Dans une correspondance adressée au ministre de l'administration territoriale, la dynamique pour la renaissance nationale annonce son absorption et sa fusion avec le MRC. Normal pour certains analystes qui y voient une dynamique prévisible dans le jeu politique. L'option de la fusion plutôt que le maintien ou la poursuite d'une alliance ou d'une coalition est la manifestation de ce que le parcours des deux organisations, la dynamique et le MRC, pendant la présidentielle et au lendemain de la présidentielle dans le cadre de leurs revendications post-électorales, a pu sans doute les convaincre de ce qu'ils avaient des points extrêmement communs. Même si on le savait déjà proche du MRC en faveur de la présidentielle d'octobre 2018, Albert Zongan et ses partisans trouvent visiblement dans cette fusion un terrain fertile à leurs ambitions avant les prochaines échéances électorales.
la dynamique rentre dans le MRC comme avec ses membres, avec son patrimoine, et parce que la dynamique a fusionné au sein du MRC. Ce n'est pas le MRC qui a fusionné au sein de la dynamique. Je dois quand même rappeler que ce n'est pas la première fois que des partis politiques fusionnent. Le rap de Jean-Michel Nietzsche a fusionné dans les années 96-97 au sein du SDF. Cette fusion, désormais actée entre le MRC et la dynamique, arrive tout de même dans un contexte nuageux au regard de la récente sortie de Paul-Éric Kingé, autre soutien du professeur Maurice Kamto lors de la dernière présidentielle, qui s'inquiétait de l'attitude qu'il jugeait incompréhensible de certains militants du MRC au sujet de leur alliance. En restant politique, des membres du Conseil électoral ont rencontré les autres acteurs du processus électoral dans la région du littoral. Alors que pointe à l'horizon des échéances électorales locales, la concertation de ce jour a permis aux participants de revisiter les actions en faveur du processus au cours de l'année 2018. Je vous suggère justement d'écouter un extrait de Dorothy Diema, membre du Conseil électoral qui a présidé la rencontre de ce jeudi. Elle est au micro de Patrick Christian Dobon et Guy Fotso. L'objectif de la rencontre, c'est de faire le point de la révision des listes électorales de 2019 qui s'est terminée le 31 août. Deuxièmement, de faire connaître aux uns et aux autres que les listes provisoires sont disponibles dans les antennes d'Elections Cameroun ainsi que sur l'Internet pour que les uns et les autres vérifient leurs inscriptions. Et troisième objectif, comment préparer les échéances de 2020. L'amélioration du code électoral ne revient pas à Elections Cameroun. Comme vous le savez, nous appliquons la loi, nous ne faisons pas la loi. Après la politique, on parle diplomatie dans ce 19h50. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France, à Douala, ce jeudi, a visité le deuxième pont sur le Vouri, aux côtés des ministres camerounais des Finances et des Travaux publics. Le climat grincheux de ce jour n'a pas empêché aux autorités d'apprécier la qualité de l'ouvrage, à la clé des mots de satiété pour l'hôte de ce jeudi. Le compte rendu de Michael Chipkio et Guy Fotso. Des paroles appréciatives pour qualifier la qualité du deuxième pont sur le Vouri. Jean-Yves Le Drian tient à rappeler que l'ouvrage est une réalisation de la France et du Cameroun. Je suis vraiment très heureux de voir ce pont sur le Vouri. On m'en avait beaucoup parlé déjà. Et là, je vois cette réalisation conjointe entre les acteurs camerounais et les acteurs français. Dans un scénario gagnant-gagnant. Et sur un projet symbolique, parce qu'il n'y a rien de plus symbolique qu'un pont, puisque le pont, ça unit. Emmanuel Ganou-Djoumessi est revenu sur le mode de financement ayant conduit à la construction de l'infrastructure. Il a été réalisé par un groupement d'entreprises françaises, avec comme mandataire Sodia Satom, pour un cofinancement d'un peu plus de 220 millions d'euros. Donc, une participation particulière de l'Agence française de développement et un financement du budget d'investissement public du Cameroun. C'est une curiosité technologique, Monsieur le ministre, donc conséquemment une attraction touristique. Nous vous remercions de l'avoir visité. La coopération entre le Cameroun et la France en sort renforcée et doit se poursuivre selon le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de France. Et c'est pour nous aussi une manière de montrer que la France et le Cameroun sont ensemble pour affronter les grands défis de l'avenir. Et celui des désenclavements et celui de l'accompagnement en transport est tout à fait essentiel. La visite de Jean-Yves Le Drian a duré une 50aine de minutes sous une pluie battante dans la ville de Douala. Et vous qui parlez de coopération, Michael Chipkio, ce deuxième pont sur le Vouri est le fruit de la coopération entre la France et le Cameroun. Il vient résoudre les problèmes d'embouteillage dont ont longtemps souffert les habitants de Douala 4e. Zoom sur cette infrastructure avec Lil Piedjou et Linda Teguep dans ce reportage.
6 ans après la pose de la première pierre du pont sur le Vouri par le chef de l'État, ce joyau architectural s'impose déjà dans la physionomie de la capitale économique. Les travaux ont permis de réaliser ce complexe de 2 ponts accolés, routiers et ferroviaires, réalisés en béton précontraint d'une longueur de 850 mètres raccordé à un tronçon de 2 km. Largeur ferroviaire 10 mètres, soit 2 voies ferrées, pour un coût total de plus de 140 milliards de francs CFA, enveloppe ajustée au fur et à mesure selon les réalités du terrain. Ce mastodonte, financé par l'Agence française de développement via le contrat de désendettement et de développement, vient résoudre l'épineux problème d'embouteillage entre les 2 rives du fleuve qui arrose Douala et ses environs. Son apport économique et humain ne sont pas à négliger. Le second pont sur le Vouri fluidifie la circulation des personnes et des biens entre les régions du sud-ouest, nord-ouest et littoral, des bassins de production agroalimentaire, et facilite d'une certaine façon les échanges avec la sous-région. Bonabéry, zone industrielle, connaît également un regain d'activité. C'est donc un pont qui s'adapte aux réalités démographiques et économiques actuelles. Seulement, la réalisation de cet important ouvrage ne s'est pas faite sans grincement de dents et dysfonctionnements, notamment quelques mouvements d'humeur des ouvriers sur le chantier qu'on ramène à des remous de surface, le problème d'indemnisation, la persistance des embouteillages au niveau du rond-point d'Eido. Il faut dire, pour le déplorer, que les grandes pluies de Douala laissent souvent de curieux îlots sur le pont, ce qui provoque souvent quelques gorges chaudes qui ne comprennent pas que de l'eau stagne sur le pont. Qu'à cela ne tienne, le deuxième pont sur le Vouri, appelé de tous les vœux par les usagers de cette voie, soit 40 000 véhicules au quotidien, il n'en demeure pas moins que ce bel ouvrage souffre lui aussi de l'incivisme des Camerounais qui, dirait-on, ont du mal à s'adapter à la modernité. Ce deuxième pont sur le Vouri seconde le premier construit dans les années 50 et qui, selon les vœux du chef de l'État, le jour de la pose de la première pierre, est réservé aux piétons et motocyclistes. La construction de ce bel ouvrage, dont l'achèvement était prévu en 2018, a dû jouer les prolongations pour des détails techniques propres à ce genre d'ouvrage selon les normes internationales. En attendant l'inauguration officielle, le mariage est déjà consommé entre ce deuxième pont sur le Vouri et ses différents usagers. Nous parlions au titre de ce journal de cet appel à la refondation du partenariat entre le Cameroun et la France. Le cri de cœur est du président du groupement interpatronal du Cameroun. Il s'exprimait ce jeudi lors de la rencontre entre Jean-Yves Le Drian et le secteur privé. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de la France a évoqué des nouveaux points de coopération économique entre les 2 pays. 2 moments importants à retenir de cette concertation ce jeudi au JICAM. Et voyons cela avec Vanessa Mulakemdem et Guy Fotso. C'est un Célestin Tawamba demandeur au sujet de la coopération entre le Cameroun et la France. Le président du JICAM appelle à une refondation du partenariat entre les 2 pays. Il rêve d'une relation mutuellement bénéfique entre les entreprises camerounaises et françaises. La prise de mesures appropriées pour améliorer la fluidité des opérations des transferts et à dissiper les inquiétudes portant sur le risque de dévaluation du franc CFA, afin de rétablir un minimum de confiance avec nos partenaires. L'infléchissement des programmes du Fonds monétaire international dont la mise en œuvre dans nos pays se traduit en général par une pression fiscale accrue et contre-productive sur les entreprises du secteur formel déjà fragilisées par les coûts de facteurs. Jean-Yves Le Drian, dans son adresse en guise de réponse, réaffirme que la coopération entre le Cameroun et la France se diversifie davantage en touchant des domaines variés. Et nous sommes disposés, mais encore pour cela il faut le clarifier, à renforcer les partenariats publics-privés pour faire fonctionner les services publics. Nous sommes disposés, ouverts, prêts à toute initiative que nous pourrions imaginer ensemble. Et je n'ai pas dit ça uniquement à vous, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, mais aussi aux autres. Au-delà des questions économiques,
Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a évoqué des questions politiques. Il salue la tenue du grand dialogue national et apprécie les efforts pour le retour de la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. En marge de cette rencontre avec le secteur privé ce jour au JICAM, des entrepreneurs camerounais font de beaucoup d'espoir quant à la suite de la coopération entre le Cameroun et la France, même si certains se sentent encore un tout petit peu réticents au regard de la pression fiscale qui continue de peser sur les entreprises et qui représente un énorme frein à l'investissement. Je vous suggère d'écouter tour à tour un jeune entrepreneur et le président de l'Ordre national des conseils fiscaux du Cameroun au micro de Michael Chipio et Guy Fotso. À la vérité, c'est un ouvrage constitué essentiellement de 2 viaducs routiers et ferroviaires. Alors le viaduc routier, comme vous avez noté, c'est 24 mètres de large et 756 mètres de long. Le viaduc ferroviaire, c'est 10 mètres de large et 746 mètres de long. Il a été réalisé par un groupement d'entreprises françaises avec comme mandataire Sodia Satom pour un cofinancement d'un peu plus de 220 millions d'euros. Donc une participation particulière de l'Agence française de développement et un financement du budget d'investissement public du Cameroun. Vous l'avez certainement corrigé de vous-même. Vous venez de suivre là plutôt le ministre des Travaux publics, Emmanuel Ngandou Djoumessi. Après le secteur économique, voyons ce que la classe politique a dit au ministre français. Et c'est en nous rendant dans la capitale, à Yaoundé, retrouver Arnaud Nguefak. Arnaud, bonsoir. Bonsoir, Aimé Catherine Moukouri, madame, monsieur, bonsoir. Avant sa descente à Douala ce jour, Jean-Yves Le Drian a passé une journée riche en activités hier à Yaoundé, notamment des audiences à l'ambassade de France au Cameroun. Quelques photos prises à cette occasion révèlent le passage des leaders de partis politiques. Toute chose qui fait jaser sur l'opportunité de ce ballet de la classe politique. 2 questions ce soir. Qu'en a-t-il été effectivement? Qu'est-ce qui a été dit? 2 leaders de partis politiques justement répondent dans ce reportage signé Rodrigue Tonguet et Michel Foucault. Loin des micros et caméras, le patron de la diplomatie française a reçu de grands visages de la vie publique camerounaise mercredi à l'ambassade de France à Yaoundé. Sur le plateau à Temengue, Jean-Yves Le Drian a essentiellement entretenu ses interlocuteurs sur le retour de la paix dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Témoignage d'acteurs présents. Nous avons fait le tour de la situation et des propositions fortes qu'il faudrait aujourd'hui mettre en application pour sortir de cette situation. Je n'ai pas manqué de réitérer ce que j'ai toujours pensé, que c'est une crise autonomiste qui est née des différentes trajectoires. Si Cabral Libye a été convié à la résidence de France pour un private dinner, en même temps que les ministres Louis-Paul Motazé, Grégoire Oona, René Emmanuel Sadi et une dizaine d'autres hôtes, Robert Bapolipot, lui, participait peu avant eux à une séance de travail au même titre que des leaders de partis politiques représentés à l'Assemblée nationale du Cameroun, parmi lesquels Maurice Kamto du MRC, Jean Kuete du RDPC ou Bello Bouba Maïgari de l'UNDP. Mais le sujet a été le même d'une rencontre à l'autre, la crise anglophone, sans regard paternaliste de la France. Il n'est pas venu au Cameroun avec une approche de donneuse de leçons. La souveraineté du peuple camerounais a été respectée. Bien au contraire. Je me souviens que lorsqu'on a commencé nos échanges, son premier propos c'était qu'il voulait être édifié. Voilà. Et puis, il nous a rencontrés après avoir rencontré le président de la République. Une question majeure, la mise en œuvre des résolutions du Grand Dialogue National, est à greffer au dossier. Le débat du Grand Dialogue National n'est pas clos. Tout au moins parce qu'il y a un autre aspect, celui de la mise en œuvre, qui nous préoccupe encore tous. Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères prolonge ainsi une liste de hauts dignitaires de la planète ayant défilé à Yaoundé depuis le début de l'année 2019, préoccupés par la résorption de la crise anglophone. Michel Bachelet de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies ou Tibor Nagui, le sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines.
Si la visite de Jean-Yves Le Drian est une véritable offensive diplomatique française en terre camerounaise, la Russie, elle, joue son offensive à partir de la ville de Sotilaba, en faisant les yeux doux à la Sonara. Le principal baron des hydrocarbures de l'ex-URSS propose de reconstruire la société de raffinage du Cameroun. C'est la substance des échanges entre le ministre de l'eau et de l'énergie et le patron de Lukoil en marge du sommet Russie-Afrique. Plus de précisions dans ce reportage signé Bran Kamga et Eric Goff-Kwatou. Le géant russe des hydrocarbures, Lukoil, veut apporter son expertise pour la reconstruction de la Société nationale du raffinage du Cameroun suite à l'incendie du 31 mai 2019. C'est l'une des retombées du premier sommet Russie-Afrique qui se tient à Soti. Le groupe Lukoil enverra ces spécialistes qui vont envisager, qui vont étudier les possibilités de modernisation de l'usine de Sonara, ensemble avec les spécialistes camerounais. En marge de ce forum économique, le ministre camerounais de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundwe Somba, et sa délégation ont eu des échanges fructueux avec le patron de Lukoil, 7e fortune de Russie, d'après le magazine Forbes. Ils ont un service de trading très développé. Nous avons discuté des possibilités d'approvisionner le marché à des prix compétitifs. Ils vont déployer une importante délégation au Cameroun dans les prochains jours. Plusieurs membres du gouvernement camerounais prennent part au sommet Russie-Afrique, notamment le ministre du Commerce Luc Magloabaga Tangana, qui en compagnie du président de la Chambre de commerce Christophe Eken ont obtenu plusieurs partenariats avec la Chambre de commerce russe. La diplomatie entre le Cameroun et la Russie est davantage renforcée avec la présence du ministre des Relations extérieures, le jeune Belam Bela. Il y a cette reconstruction de la Sonara qui préoccupe, mais il y a aussi les chemins de fer reconstruits ou à réhabiliter au Cameroun. Le sujet était à l'ordre du jour de la 32e session du comité interministériel des infrastructures ferroviaires ce jour à Yaoundé. Passé en revue au cours des travaux présidés par Jean-Ernest Massena Galé-Bibé, les investissements ferroviaires, la préparation des travaux de réhabilitation de certains tunnels, le projet d'extension du chemin de fer vers le Tchad, mais aussi la situation financière de Camrail. Je vous propose d'écouter tour à tour deux acteurs sur la résolution ou les résolutions prises au micro de Bertrand Sassé. Le Comifère aujourd'hui a pris comme résolution de relancer le secteur, de relancer l'activité ferroviaire, notamment avec la réhabilitation, donc le renouvellement des lignes restantes, parce qu'il y a une partie du réseau qui est renouvelée depuis les années 2000. Donc nous avons le Transcam 1, c'est-à-dire de Douala à Yaoundé, qui va être renouvelé dans les prochains mois. Les études sont en cours. Et à l'issue des études, nous allons passer à la phase de travaux sur financement de la Banque mondiale. Le tronçon restant va donc être Belabonga-Ondéré. Là également, nous avons passé la phase des études de faisabilité et d'avant-projet sommaire. Donc nous passons à la phase des études détaillées pour produire les dossiers de consultation qui vont nous permettre d'aboutir à la phase des travaux d'ici la fin de l'année 2020. Qui dit amélioration de la qualité des circulations, dit amélioration du confort des voyageurs pour ce qui est de l'activité voyageur. Et le plus important, toujours en termes de confort, il y a la réduction significative des temps de transport. Donc je pense que nous avons, pour la dernière expérience avec l'Intercity, nous avons réalisé Douala en 3h40, mais nous devions le faire beaucoup moins avec la mise en œuvre notamment des programmes de voies et des programmes d'acquisition de matériel nouveau. L'arrondissement de Yaoundé 2 a accueilli ce jour son nouveau sous-préfet. Mamadi Mahamat a officiellement été installé dans ses nouvelles fonctions par le préfet du Foundi. Jean-Claude Tilla demande aux promus de mettre un accent sur le maintien de l'ordre public dans cette unité administrative sensible. Delphine Fonkoutene et Samuel Bonis reviennent ici sur les temps forts de cette installation. A high level of insecurity being one of the busiest commercial area in Central Africa.
Allons certainement revenir sur cette installation du sous-préfet de Yaoundé 2. Un peu plus loin, dans l'arrondissement de Yaoundé 5, au quartier Essos, parlons de cette découverte macabre cet après-midi. Le corps mutilé d'une dame a été retrouvé sans vie dans son appartement. Victime manifestement, selon les premiers éléments de l'enquête, Hélène Etouman, visage bien connu du monde du spectacle et de la restauration, était injoignable depuis le week-end dernier. Ce sont les odeurs de la dépouille en état de putréfaction avancée qui ont attiré l'attention. Je vous propose d'écouter des réactions des parents qui décrivent le désarroi après cette découverte. La dernière fois que j'ai eu les nouvelles de ma soeur, c'était dimanche. Puis elle disait qu'elle viendra lundi soir ou alors mardi très tôt le matin. J'ai dit ok. Seulement lundi, elle n'est pas arrivée. Du coup, j'ai essayé de lancer un appel, ça ne passait pas. Je me suis pas inquiété. Du coup. Mardi matin, rien en fait. C'est là où j'ai appelé l'un de ses voisins qui me fait comprendre qu'il ne l'a pas vu. Quand je suis arrivé, là devant la porte déjà, il y avait une très forte odeur qui commençait déjà à dégager. Paraît-il que cette odeur, il n'y en avait pas hier. C'est là où on comprend en fait, on a une idée de ce qui nous attend. Ensuite, nous sommes allés voir la police judiciaire. Bon, ils sont arrivés, ils ont forcé la porte et on a découvert le corps sans vie de ma soeur. On voit là-dessus, on peut voir sur elle des coups de poignard. Et ça nous fait vraiment très mal et on ne sait pas comment faire. La police a fait son travail et il y a eu un médecin qui est arrivé. On est en train de chercher des solutions pour l'amener dans une morgue. Vraiment triste. Où en est-on avec la couverture santé universelle? Le projet tant attendu vient de faire l'objet de débats à Yaoundé. Chacun essaye autant que faire se peut de défendre sa proposition pour une meilleure prise en charge sanitaire au Cameroun. Les experts en la matière ont d'ailleurs porté leur vision aux autorités compétentes. L'économie de toutes les propositions avec Bram Kamga et Michel Foucault. Des années déjà que le Camerounais ordinaire attend d'être pris en charge sans condition dans un hôpital. La couverture santé universelle tarde à venir. Les propositions fusent de tous bords et les associations penchent pour un modèle de tontine modernisé. Nous allons avoir différentes sources de financement qui seront naturellement des cotisations, nos partenaires, et la gestion sera collégiale de telle manière que chacun sera partie prenante de sa propre santé. La Caisse nationale de prévoyance sociale se dit le mieux placée pour assurer cette couverture. Malgré un vide juridique existant, la CNPS brandit ses 7 branches sur 9 en matière de sécurité sociale avec l'ouverture aux travailleurs indépendants. Le gouvernement a mis tout sur pied pour que tous ces travailleurs-là soient pris en compte. Et nous avons ferme espoir que tous ces travailleurs-là qui nous écoutent, auprès de qui nous y sommes tous les jours, parce qu'il faut dire que nos services sont avec eux tous les jours, et nous pensons que tous vont nous rejoindre pour pouvoir accéder à la sécurité sociale. L'Ordre national des médecins du Cameroun a porté ses propositions au ministre de la Santé publique et en attendant, l'essentiel doit résider sur la qualité d'accueil et de prise en charge. Normalement, quelqu'un qui arrive en urgence hôpital doit être pris en charge et le regroupement de coûts se fait après, lorsque tout ce qui est nécessaire est disponible dans la formation sanitaire. Il y a l'offre privée des banques avec l'assurance maladie qui concerne 3% de la population camerounaise. Le spécialiste en médecine d'assurance penche pour la prise en compte de toutes les propositions. L'État est un régulateur qui intervient aussi, mais il faut associer ceux qui contribuent et qui participent à la sécurité sociale. Le baron Jean-Pierre Schenkelar et son équipe ont d'ailleurs porté ces propositions au ministère de la Santé publique et des Affaires sociales. Notre mission première, c'est de voir comment intégrer les vulnérabilités dans tous les secteurs d'activité. Pour l'instant, le nouveau Premier ministre a instruit au nouveau ministre de la Santé publique de réexaminer le document sur la couverture santé universelle. La sécurité sociale et l'assurance maladie restent un enjeu majeur de la lutte contre la pauvreté. Le débat se poursuit. Restons en santé, mais cette fois à Douala avec vous, Aimé Catherine Moukouri, et vous nous parlez de la poliomyélite. Bonsoir.
Bonsoir Arnaud Guéfac, tout à fait. Ce 24 octobre est journée mondiale de lutte contre la poliomyélite. Un cas est enregistré en mai dernier dans l'extrême nord après 4 ans d'absence. Cette maladie qui survient chez les enfants peut provoquer la mort. Le vaccin reste le seul moyen de prévention. Mireille Defofotso et Luciano Giancu ont rencontré un médecin qui nous en parle dans cet élément. Il n'a pas pu réaliser l'un de ses rêves, qui était celui de jouer au football. Frappé dès l'âge d'1 an et demi par la poliomyélite. Les vaccins n'existaient probablement pas encore, ils n'étaient pas aussi répandus que maintenant. Et lorsque je suis tombé malade, évidemment, il y a eu tout type de conjectures, sorcellerie et tout. Mais mon père, qui était quand même infirmier, a diagnostiqué que c'était la polio. À l'école, j'étais brillant et je crois que ça a dû combler peut-être le mauvais regard que les gens pouvaient avoir. La poliomyélite continue de faire des victimes au Cameroun. Le seul moyen de l'éviter reste la vaccination. Tous ces a priori qui tournent autour des vaccins, autour des campagnes qui sont menées, sont la conséquence, c'est vrai, parfois des réticences religieuses et autres traditions, mais davantage par la mauvaise communication qu'il y a autour. Dans certaines parties du pays, il existe encore des parents qui sont réticents aux vaccins proposés. Il faut donc absolument de préférence vacciner les enfants pour les empêcher d'attraper cette maladie. Et la vaccination s'est faite à plusieurs étapes. Dès la naissance déjà, on donne la première dose du vaccin contre la poliomyélite. Généralement, c'est 2 gouttes qu'on donne à boire à l'enfant. À l'âge de 1 mois et demi, c'est-à-dire 6 semaines, on donne la deuxième dose. La poliomyélite est une maladie grave qui provoque des paralysies et peut même entraîner la mort. La journée mondiale est célébrée tous les 24 octobre de chaque année. Exit l'atelier sous-régional de renforcement des capacités des journalistes et médiateurs sur les ODD 4, Horizon 2030. Le réseau des journalistes en charge de des questions de l'éducation se chargera de sensibiliser, mener des plaidoyers et partager les expériences. Au-delà de ces 3 jours d'atelier, l'UNESCO ambitionne de les accompagner à travers des plateformes d'échange. Monique Naoussi-Fosso et Thierry Nana nous apportent plus de détails. Un réseau de journalistes spécialisés des questions de l'éducation, désormais fonctionnel à l'échelle sous-régionale. Pendant 3 jours d'atelier, ils ont été capacités sur les ODD 4, Objectifs de développement durable axés sur l'éducation à l'horizon 2030. On entendait cela comme un simple spectacle, à savoir les ODD 4 qui s'intéressent à l'éducation. Mais lorsque nous ressortons de ces séminaires, nous avons véritablement appris que l'éducation, ce n'est pas qu'aller à l'école et écrire sur un tableau et inculquer des connaissances aux enfants, mais il y a autre pan de l'éducation qui devrait être de plus en plus vulgarisé, à savoir les questions liées même à l'accès à cette éducation-là qui cause de grands problèmes. Également, l'éducation qui aujourd'hui connaît un niveau assez bas en ce qui concerne le taux de scolarisation pour certaines zones. Ça a été une école pour moi, j'ai beaucoup appris. Je ne savais pas que l'ODD 4 avait des cibles par exemple. Et j'ai pu retenir un certain nombre de choses concernant la cible 4 par exemple qui parle de l'équité au niveau de l'éducation. On doit ne laisser personne pour compte. Compte tenu des urgences pour une éducation de qualité pour tous, il est prévu un accompagnement permanent de ces spécialistes de l'information. Nous allons mettre en place un site web dans lequel un forum de discussion déjà avec eux, où il y aura des échanges d'informations. Nous allons leur fournir les informations qui leur sont nécessaires pour mener à bien leurs investigations et faire des reportages. En fonction des politiques nationales, la sensibilisation sera diversement menée dans chaque pays. Et vu qu'on parle d'éducation, le Salon pour la promotion des études françaises pose ses bagages cette année à Douala. La 8e édition qui débute mardi prochain jusqu'au 31 octobre est une aubaine pour les étudiants camerounais et les universités également. Yasser Trésor Tanon est à la conférence de presse du SAPEF 2019 et voici son compte rendu. Le Salon pour la promotion des études françaises est une plateforme d'échange avec pour but de présenter les formations offertes par les écoles et établissements supérieurs français et camerounais. Plus encore, le SAPEF favorise le dialogue entre les entreprises et étudiants.
Lors de la conférence de presse d'annonce de la 8e édition du salon à Douala, quelques détails sont donnés ce jeudi à l'IFC. Les métiers de l'environnement et du développement durable seront à l'honneur. La France est engagée dans la COP21, dans tout ce qui est l'année prochaine Africa 2020. Donc c'est toutes les questions de développement et d'environnement qui seront traitées. Donc c'est pour cela que nous avons saisi l'opportunité de divulguer, de communiquer, de diffuser l'information sur la possibilité de faire des études en France dans ces domaines-là. Le bilan de la dernière édition est élogieux et suscite de l'espoir pour la suite. L'année dernière, nous avons eu 6000 visiteurs, nous avons eu 65 exposants. Nous avons eu sur les 3 jours des conférences et des ateliers. Pour une meilleure connectivité afin de suivre ces cours en ligne sans aucun souci, Camtel accompagne les étudiants du SAPEF. Pour quelqu'un qui veut se perfectionner, il a besoin non seulement d'un ordinateur, mais également d'une très bonne connexion. Et Camtel, justement, en tant que bras séculier de l'État, en tant que partenaire à l'éducation, en tant que partenaire du ministère de l'Enseignement supérieur, c'est justement positionné pour accompagner ces nombreux jeunes à travers nos différentes offres, dont notamment nos offres FACO, nos offres MBOA, nos offres Camtel Business. Le salon débute le mardi 29 octobre au Club Camtel de Bépanda et s'achève le jeudi 31. Et faire des études en mode et stylisme, voire décoration d'intérieur, c'est désormais possible au Cameroun, à Douala précisément. La New Fashion Academy fait sa rentrée, offrant une formation de qualité accessible à tous. Bertrand Ketchouan et Donald Chunga nous en disent plus. New Fashion Academy en plein cœur du quartier Bali à Douala, ce 22 octobre 2019, les apprenants sont à pied d'œuvre sous la supervision de leurs enseignants. L'année académique 2019-2020 est bel et bien lancée depuis le 14 octobre dernier. Et là, nous avons mis les petits plats dans les grands pour faire en sorte que cette promotion soit de tous les succès. Nous invitons ceux qui traînent encore les pas à nous rejoindre, car le succès n'attend pas. Cadre sécurisé, garanti en énergie électrique et propice à l'apprentissage, New Fashion Academy dispose des enseignants chevronnés en matière de stylisme, modélisme, décoration intérieure et événementielle, de quoi captiver tout apprenant ambitieux. The teaching is very good. Understand each other very well because they go